On va parler du cas plus spécifique de Leroy Merlin. Donc, on reçoit Thibaut Galli-Dejean, qui est responsable du pôle Skilltech chez Leroy Merlin. Je te laisse te présenter et nous présenter le groupe. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thibaut, je suis responsable du pôle Skilltech de Leroy Merlin France. Je suis donc rattaché au service formation et le métier de mon équipe est de mettre à disposition de l'entreprise l'ensemble des solutions numériques, tant en tant qu'application qu'en tant qu'application d'analytics, donc tout ce qui est lié au décisionnel, pour nos 27 500 collaborateurs. Qui soient internes, enfin qui soient salariés, qui soient franchisés et qui soient prestataires. Le contexte du coup chez nous du mobile, c'est ça? Alors, ou le contexte Leroy? Chez Leroy Merlin, il y a une stratégie assez forte de mobile learning qui a été mise en place. Déjà, je voudrais savoir pourquoi vous avez fait ce choix. Quand? Alors, c'est un choix qui est intervenu en 2016. 2016, on était à un état où on avait un LMS, comme à peu près beaucoup d'entreprises, peut-être un peu plus utilisé parce qu'on a une culture d'entreprise qui faisait que naturellement nos collaborateurs, par notre culture d'entreprise, font qu'ils ont envie d'apprendre et qu'ils se forment régulièrement. Et on a décidé de refondre complètement notre approche de la formation en 2016 avec un projet qui s'appelle Nouma, nouveau modèle d'apprentissage, qui était basé essentiellement sur les travaux de Jennings, le 70-20-10 donc, pour ne pas vous le dire. À l'époque, eh bien, on sentait les balbutiements du mobile. On mesurait un engouement de nos collaborateurs de leur fait assez fort pour le mobile, en tout cas qui grandissait et qu'on a souhaité outiller correctement. Il faut se souvenir qu'en 2016, il n'y avait pas de stratégie mobile côté LMS. Il y avait peu d'acteurs LMS du marché qui proposaient quelque chose de vraiment satisfaisant. Et donc notre stratégie numérique, qui a toujours cours aujourd'hui, qui a évolué, on en parlera un petit peu plus tard, s'axait vraiment sur le best of breeds, enfin le meilleur de chaque technologie. Donc on voulait un très bon LMS, mais on voulait une vraie approche mobile. On ne voulait pas juste une possibilité de jouer des e-learning sur un téléphone avec je télécharge le SCORM. Enfin voilà, dans ces années-là, c'était à peu près ça l'expérience utilisateur. Et donc on a décidé de se lancer Julien connaît, je pense, mieux les dates que moi, mais en décembre 2015, on a commencé à évoquer un petit peu le mobile. Et on s'est lancé dans d'abord une écoute du marché, une écoute de nos équipes, une étude UX auprès de nos collaborateurs pour mesurer dans quelle mesure ça allait s'inscrire dans leur usage, dans quelle mesure ça allait créer de la valeur pour nos collaborateurs. Et puis ensuite, on a déroulé le projet. Cette mise en place, elle a duré à l'époque à peu près, pour nous, 18 mois. En temps d'implémentation, quelques mois en vérité, mais on avait un vrai besoin de se faire des convictions. À l'époque, il y avait assez peu d'entreprises de notre taille qui proposaient à la fois une approche LMS avec un éditeur et à la fois une approche mobile avec un autre éditeur. Et donc, on a dû déployer à l'époque notamment une passerelle XAPI pour permettre la synchronisation entre les deux applications, puisque ce qu'on voulait, c'était un parcours seamless pour nos collaborateurs qui étaient habitués à l'usage du LMS. Je vais sur un ordinateur, je vais me former, etc., etc. Du coup, on ne voulait pas que le mobile soit quelque chose à côté, que ça devienne un peu, on appelait ça noumatrash entre guillemets, c'est-à-dire que ce soit un peu le truc à côté du LMS et qu'on n'ait pas de contenu de formation à l'intérieur qui allait créer de l'engagement. Et donc notre stratégie qu'on a mis des mois chez nous à mûrir, parce qu'il y avait peu de précédents dans des entreprises de notre taille, a consisté en le choix d'une stratégie de viralité. C'est-à-dire pas de dire on impose à tous et on va dire à tout le monde maintenant c'est sur mobile. À l'époque, on n'avait pas de mobile, on n'avait pas de dotation mobile d'entreprise. Donc c'était compliqué pour nous de dire on impose ce vecteur-là. Ça reste un vecteur pour se développer. Et notre attrait pour le mobile learning était au-delà du vecteur seul du mobile. Ce qui fondait aussi notre intérêt, c'était la rapidité à créer du contenu, la rapidité à diffuser le contenu et l'engagement que génèrent les contenus par leur attractivité.
Et donc, on a commencé le 3 octobre 2017, c'est le lancement officiel chez nous de l'application mobile, à créer des contenus de plus en plus donc avec Biddies et à les positionner sur notre LMS pour dire aux collaborateurs, bah tiens, tu testes un format différent. Nous, on l'a positionné, si je devais faire un peu un ordonnancement, je dirais, des modalités pédagogiques, un peu en dessous en termes de durée, en dessous donc d'un e-learning, qui était plus long, puisqu'aujourd'hui, on adressait à l'époque des contenus qui faisaient entre 5 et 7 minutes, entre 5 et 10 minutes, on va dire de façon plus générale. Et donc, on est arrivé avec ces contenus plus courts, qui s'inscrivaient mieux dans l'usage de nos équipes, puisque ce qu'on a mesuré à l'époque et qu'on continue de monitorer, c'est le temps de disponibilité de nos équipes pour se former. Quel temps ils ont pour apprendre. Et à l'époque, ils ont des périodes de 4 minutes en continu. Au-delà de 4 minutes, il se passe quelque chose. Il y a un téléphone qui sonne, par exemple, un client qui arrive, qui a besoin de quelque chose, une situation réglée, et donc ils n'ont pas, quand eux ont envie d'apprendre, eh bien, il y a toujours des choses à faire et donc ils n'avaient pas forcément cette disponibilité-là. À l'inverse d'autres formations, et c'est ce sur quoi on a beaucoup travaillé ensuite, c'est la partie planification et accompagnement avec les managers. Mais un collaborateur qui a envie de se former, qui est en rayon, qui veut scanner un code barre, par exemple, et se former, il sait qu'il a, enfin, ce qu'on a mesuré en tout cas, c'est qu'ils avaient une disponibilité, on va dire, de 4-5 minutes pour apprendre. Après, il y avait un client qui allait arriver, après, il y avait tout ça qui allait venir. Et on a commencé donc par positionner les contenus au départ sur le LMS en indiquant, pour cette stratégie de viralité, que si le collaborateur le souhaitait à des fins personnelles, il pouvait faire le choix de se former sur son mobile. Donc ça, on a beaucoup travaillé avec les juristes, tout ça, vous en doutez, j'ai eu peut-être des questions sur le sujet, mais on a travaillé le sujet pour que ça ne soit pas quelque chose qu'on impose, c'est quelque chose qu'on propose aux collaborateurs pour augmenter l'expérience qu'il allait vivre. Découvrir d'autres contenus, découvrir d'autres façons aussi d'accéder à la formation, puisqu'à l'époque, on ne savait pas faire autrement pour scanner des codes barres, par exemple, produits, puisqu'un des scénarios d'entrée... Excuse-moi, tu parles d'accès sur un mobile personnel, en fait. Oui, alors, merci. Et effectivement, c'est mobile personnel. Ensuite, on a commencé à déployer en 2018 des mobiles, vous savez, durcis, enfin pas des smartphones comme vous avez, des genre de grosses briques, voilà, mais qui n'étaient pas très performantes. Et donc, on a toujours maintenu ouvert la possibilité à nos collaborateurs d'aller se former quand ils le souhaitaient, d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que la règle du jeu, et ce qu'on a fait à l'époque pour lancer le sujet, puisque je sais que ça va être une de tes questions, Christophe, c'est qu'on a édicté des règles du jeu pour les managers. C'est-à-dire que finalement, on a assez peu communiqué aux utilisateurs finaux, on a plutôt communiqué à la file RH, donc au RH région, RH magasin, les règles du jeu, et manager, les règles du jeu, en leur disant, vous pouvez jouer entre guillemets sur mobile du contenu, il n'y a rien qui s'y oppose, mais ça doit être un choix du collaborateur. On voulait éviter les effets de bord, c'est pas grave, t'as pas le temps, tu feras ça ce soir, tu feras ça plus tard. Et donc il y avait un vrai enjeu à l'époque à bien cleaner ça et à dire on va engager nos collaborateurs, on va pas les forcer, on va avoir plutôt une stratégie un peu virale. Il y avait donc sur le LMS, ils jouaient des contenus sympas. Et puis on leur disait, si tu veux, tu peux aller sur NumaPlay, donc le nom en marque blanche de l'application Biddies chez nous, découvrir d'autres contenus. Ça a assez bien fonctionné, puisqu'en moins de 18 mois, on s'est retrouvé à 12 500 collaborateurs qui utilisaient l'application mobile sur device personnel. Sur leur temps de travail ? Sur leur temps de travail. Forcément sur temps de travail. Ça veut dire que hors temps de travail, tu n'as pas accès ? Non, on ne peut pas faire de système de blocage chez nous parce qu'il y a trop d'horaires décalés, puisqu'aujourd'hui on est sur des horaires qui commencent à 5h le matin et qui se terminent à 22h. En général sur un système de 8 entre guillemets, c'est-à-dire équipe du matin, équipe de l'après-midi ou équipe de journée. Et donc c'est pas possible pour nous de bloquer, puisque on rentrerait dans des complexités liées à notre GTA où il faudrait récupérer les heures de chacun. Non, ce qu'on a plutôt travaillé, c'est qu'on a dit à tout le monde, on a donné à tout le monde les règles du jeu. C'est-à-dire que quand le collaborateur se connectait, l'utilisateur, on lui disait ça se fait sur le temps de travail, t'en discutes avec ton manager et personne ne peut t'obliger à le faire sur mobile. Mais du coup, en termes de déploiement, ça veut dire que tu as aligné les managers, ils ont fait cette proposition aux collaborateurs. Exactement. Et 12-15 000 utilisateurs, quelques mois plus 12 500, alors 12 500 exactement. D'autres actions de com que ça ? Il y a eu dans l'ordre les petites incitations sur la LMS, c'est-à-dire apprends autre chose. Il y a eu les usages viraux de certaines fonctionnalités, les battles par exemple, qui créent de l'engagement par
par défaut, si je puis dire, puisque vous allez vous lancer sur un contenu, vous allez demander à l'application de vous trouver entre guillemets un adversaire pour apprendre avec vous, ou un co-apprenant pour apprendre avec vous sur le même contenu. Bah, du coup, les personnes reçoivent un mail, du coup, elles y vont. Enfin, vous voyez, ça fait tout un circuit un petit peu de viralité, pour le coup, où bah, les collaborateurs s'y intéressent. Et puis, on reste dans le retail. Et donc, il y a un enjeu quand même, un vecteur que nous a amené Bidis, c'est celui du reward, en tout cas des points que gagnent nos apprenants. On veut être les premiers, on veut être en haut du classement, on gagne des choses. On a toujours, d'ailleurs, je vous donnerai les chiffres de ces dernières opérations là, assez récentes, mais on organise des concours entre guillemets de formation intermagasins avec des trophées à gagner, par exemple sur des challenges autour de la RSE où tout le magasin gagne des comment ça s'appelle, des lunchbox RSE fabriqués par des ESAT ou des choses comme ça. Voilà. Et donc tout ça a contribué sans qu'on ait d'action nous directe de dire il faut se former sur mobile, regarde le mobile. On a expliqué aux collaborateurs ce qu'était le mobile learning, quelles étaient les règles du jeu et les bénéfices qu'il avait à y recourir. Mais on n'est pas sur on fait et puis t'exécutes, c'est on te propose cette modalité-là, tu peux t'en servir si tu le souhaites. Alors depuis les choses ont un peu évolué, ça c'était 2017-2018. L'année dernière, Leroy Merlin a décidé de doter chaque collaborateur d'un device personnel, ce qui a évidemment eu un effet hallucinant sur les statistiques d'usage, puisqu'aujourd'hui, le vecteur mobile, puisque dans le mobile learning, je fais la distinction entre ce qui tient du vecteur, je consomme sur mobile, du format finalement qui est proposé en son sein, et de la facilité qu'amène le mobile learning à faire énormément de choses. Si on regarde juste la partie vecteur, aujourd'hui, la consommation de formation asynchrone chez Leroy Merlin, via le mobile, c'est 74% du trafic. Là où il ne pesait que 3% en 2017. Voilà, donc on a une croissance qui est exponentielle, qui est liée forcément à une augmentation, à une accélération de l'usage. On est passé de 12 500 à aujourd'hui quasi 30 000 utilisateurs parce qu'il y a eu aussi cette dotation de nos collaborateurs en équipement et donc qui a fait que nos collaborateurs ont utilisé encore plus largement qu'avant cette possibilité de se former aux mobilités. Et puis tu as la viralité aussi qui est liée au format, au battle, etc. Quand tu présentes ça, j'ai un peu l'impression d'entendre parler des débuts de Facebook, quoi. Où effectivement tu avais un utilisateur, puis deux, puis trois. En fait, on est un peu dans le même mode de déploiement. Finalement, il n'y a pas eu de Big Bang, voilà, il n'y a pas eu on ouvre le 3 octobre 2017 et puis tout le monde va se former sur mobile et puis ça devient notre vecteur. C'était vraiment une stratégie très marketing, entre guillemets, on crée de l'engagement, on va chercher à répondre à des usages de nos équipes. Et c'est vrai qu'il y a un fit très fort. Tu le disais, pour qu'il y ait viralité, il faut que ça fit avec nos attentes. Pourquoi Facebook a décollé aussi vite? Parce qu'il répondait à des attentes à l'époque. Et donc, ça répond à énormément d'attentes de je me forme quand je veux, je me libère un petit peu de certaines contraintes techniques, il faut que j'ai une bonne connexion Internet, il faut que j'ai tout ça, puisqu'aujourd'hui, on se forme sans connexion. Enfin, en tout cas, sur ce format-là, on peut se former sans connexion Internet. Il en faut à un moment donné pour télécharger le contenu, pour remonter les stats, mais globalement, je peux avoir des interruptions, je peux me former dans le TGV, je peux me former dans le métro, je peux me former un peu partout, sans difficulté. Et puis, en termes de durée, on est naturellement sur une proposition de contenu plus court, et donc qui répondent mieux aux besoins des apprenants. Il faut se rappeler que jusqu'en 2015, des e-learning de 30 à 40 minutes, c'était encore la norme, y compris chez nous. Et donc on est venu avec une substantielle réduction du temps unitaire qui s'inscrivait de fait mieux dans les usages et qui fait que dans la vie de nos collaborateurs, c'est plus simple d'enchaîner un certain nombre de petites étapes de formation, même si ça nécessite d'être anticipé en amont, puisqu'on ne va pas juste découper un e-learning de 40 minutes en 10 capsules, par exemple, si on voulait faire 4 minutes. Ça s'anticipe et en même temps, ça répond tellement bien à l'usage qui est de dire tiens, je peux me former à mon rythme, comme j'en ai envie. Et donc forcément, il y a eu ce fit qui a fait que ça a décollé très fort chez nous. Alors, tout à l'heure, Hamza le disait ce matin, c'est bien d'avoir une solution, etc. Mais un des enjeux principaux, au-delà de gérer une communauté d'apprenants, c'est de proposer des contenus qui soient pertinents et adaptés à ta cible. Donc j'imagine que chez Leroy Merlin, il y a une espèce d'armée pour créer tous ces supports. Est-ce que c'est collaboratif? Est-ce que c'est créé par ton équipe?
Est-ce que ça peut être créé par les salariés? Alors j'aimerais bien qu'il y ait une armée, d'ailleurs c'est bientôt mon entretien annuel, donc je pense que je vais te demander de me faire une petite vidéo. Non, alors il n'y a pas d'armée. Pour répondre à ta question, nous côté Skilltech, donc on est vraiment sur la fourniture d'une solution, c'est-à-dire qu'on produit assez peu. Nous on fait juste en sorte que ça se passe bien pour nos collaborateurs. Okay, au total, toutes applications confondues, puisque notre périmètre c'est de l'entretien annuel jusqu'au décisionnel de suivi du plan du plan de développement des compétences, on est 8. Voilà, pour 27 500 personnes, plus les usages groupes, puisque on porte aussi des usages mandatory group avec près de 100 000 utilisateurs qui utilisent B10 pour certaines formations mandatory worldwide. Et ça, on est 8 pour faire ça. Sur la partie contenu, en 2016, on a monté à l'époque une équipe de production qui s'appelle le Learning Lab. Ils sont 3 aujourd'hui. Si je regarde BDiz, et je n'ai pas la stat là au nombre près, mais plus de 80% des auteurs de contenu ne sont pas issus des RH ou de la formation. Ce sont que des experts métiers. C'est que des personnes qu'on accompagne. Alors il y a un dispositif d'embarquement, tout le monde ne crée pas de contenu comme il le souhaite sur BDiz. Il y a ce qu'on appelle des Fab Labs. Donc la promesse c'est nos experts métiers viennent avec le contenu, ils connaissent leur contenu, ils ont leur matière. Et en 7 heures, ils repartent avec leur première capsule et ils sont autonomes ensuite pour créer du contenu. Il y a un système pas de validation de contenu pré-publication, mais on les relie pour être sûr qu'il n'y ait pas de coquilles, qu'il n'y ait pas de choses comme ça, puisque ça reste des experts métiers. Il y a peut-être des formulations qui ne sont pas toujours compréhensibles, ils sont peut-être toujours un peu la tête dans le guidon. Donc nous, on valide, on relie les contenus et on valide leur publication. Et on crée tout ce qui va bien niveau data pour que ça se vide dans le décisionnel. Donc tous les collaborateurs, enfin tous ceux qu'on a accompagnés, donc j'ai pas en tête les stats, mais je crois qu'aujourd'hui il y en a 280, 260, enfin on en a plus de 200, ils créent leur contenu en autonomie. Et c'est ce que j'ai exprimé finalement tout à l'heure, c'est que le mobile, c'est pas qu'une histoire de vecteur sur mobile, parce que tout le monde peut faire n'importe quel, ça va pas trop plaire à Bidis, mais il y a beaucoup de plateformes qui vont fonctionner sur mobile, des LMS, des choses qui sont pas prévues pour. Ce que va venir ajouter le mobile, c'est qu'on va s'inscrire dans un usage qui marche super bien sur mobile, des notifications push, des contenus adaptés à un usage sur mobile, sur petit écran. Et comme ils font le plus dur, qui est de faire que ça fonctionne hyper bien sur mobile, bah, ça marche très bien aussi sur ordinateur. Là où les autres font plutôt le travail inverse. Ça marche très bien sur ordinateur et ça marche toujours un peu moins bien, typiquement sur mobile. Donc il y a vraiment ce côté facilitant pour nous sur la solution BDiz, qui fait que c'est une des seules solutions qu'on ait où on est autant d'experts métiers. On a d'autres solutions de production de contenu, mais celle aujourd'hui sur laquelle on crée le plus de contenu et sur laquelle 100% quasiment de nos experts métiers créent du contenu, c'est BDiz. Et ensuite, ça termine un peu où on veut, puisque c'est très ouvert en termes de possibilités. On a une question ? Merci. Le fait d'avoir des contenus assez très ludiques, de micro-format au petit format, est-ce que ça prend toujours son sens en finalité de la formation? Est-ce que c'est vécu comme bien une formation? Et comme on participe justement aux évaluations annuelles, c'est le moment de faire le bilan des formations. Est-ce que ça prend tout son sens, le fait de faire ces types de contenus sur des, vous voyez? Alors, plusieurs réponses. La première, c'est que aujourd'hui, c'est un outil au service de nos enjeux business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pu démontrer que le recours à ce type de technologie crée de la valeur business pour notre entreprise sur des sorties de gamme. Quand je suis arrivé tout à l'heure, Julien vous présentait, je crois, des sorties de gamme produits. On fait aujourd'hui des parcours typiquement axés sur l'accompagnement de nouveautés, de nouveaux services qui arrivent dans nos magasins. Et aujourd'hui, ce qu'on sait mesurer, c'est que le taux de performance économique est lié au taux de formation de nos équipes. Des magasins qui sont formés à plus de 80% vont surperformer de 38% en termes de CA et 8% en termes de marge sur certaines gammes produits. Alors les stats que je vous donne là sont des stats d'il y a 3 ans volontairement pour plein de raisons. On continue de le faire encore aujourd'hui, mais on accompagne aujourd'hui des sorties de gamme, des sorties de nouveaux services qui ne sont pas toujours évidents à appréhender parce qu'on bosse avec énormément de startups, il y a beaucoup de solutions possibles. Et donc, il y a déjà ce premier impact business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas juste on se fait plaisir et on propose un format ludique pour dire de faire un truc ludique et de dire c'est bon, on coche la case Bobby Learning. Maintenant, on passe au LXP, on passe à je ne sais pas quel autre truc. Il y avait vraiment une idée que ça rentre dans l'usage, que ça crée de la valeur. Ensuite, ce qu'on mesure également, c'est le taux d'engagement sur les contenus. C'est-à-dire que ce qu'on mesure, c'est que nos collaborateurs, et c'est le cas depuis le 3 octobre 2017, consomment naturellement. Le même collaborateur qui consommait un contenu ou qui passait 30 minutes à se former sur LMS va en moyenne passer 40% de temps en plus, ou
Alors, on peut le prendre en temps ou en capsule, ça ne sera pas exactement le même nombre, forcément, parce qu'il y a plus de capsules, mais globalement, nos collaborateurs restent plus longtemps et se forment davantage sur le vecteur mobile. Sur le troisième axe de réponse, qui était l'histoire d'une valorisation annuelle, aujourd'hui, tous les contenus ne sont pas valorisés dans les plans de formation, parce que certains contenus ne sont pas éligibles. Pour nous, ce n'est pas forcément de la formation en tant que telle. On peut faire ce qu'on veut avec B10. Du coup, la contrepartie, c'est qu'on a une responsabilité quand même à flécher ce qui est de la formation de ce qui n'en est pas. À l'heure de la garantie d'accès à la formation ou maintenant de la garantie d'accès à l'emploi, tout ne va pas passer forcément. Ça, c'est notre boulot quand on les relie. C'est ce que je vous exprimais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a ce petit processus quand même de publication et de qualification du contenu qui fait qu'on se dit ça c'est ok, ça peut-être c'est un peu tendu de le faire passer sur de la formation. On valide le temps également qu'on historise, le temps qui va être alloué à cette formation-là et qu'on va recommander aux apprenants. Ça nous sert aussi à s'assurer que le collaborateur, si on lui dit que ça dure 6 minutes, il ne va pas y passer 22 minutes. Voilà. Puis je vous demande de citer 3 chiffres qu'on a énoncés il y a 1h30 dans l'enquête concernant la digitalisation de la formation. Vous allez avoir du mal à les retrouver de tête, parce que l'intervention a duré 1 heure. Donc le micro-learning a aussi cet avantage d'ancrage. Il y a un point qu'il faut avoir en tête sur la partie formation et qui répond finalement, c'est qu'aujourd'hui on n'utilise pas B10 que comme un outil asynchrone de formation. On utilise vraiment la fonction live, alors qui chez nous s'appelle Play Now, qui permet à l'ensemble de nos cadres de faire vivre des formations de groupe sur des formats qui ont été cités ce matin. Et en fait c'est au service de la réhumanisation, si je puis dire, d'une forme de formation. En tout cas, ça permet à nos managers de se repositionner comme acteurs du développement de leur équipe et d'accompagner la montée en compétences de leur équipe. Et donc, on leur propose ces formats courts, 5-10 minutes, où sur un petit brief du matin, tout le monde sort son téléphone, le manager lance une activité de groupe. Chacun va pouvoir se former, en tout cas apprendre des choses. Ça va être historisé, pour le coup, individuellement, mais sous le contrôle ou en tout cas sous l'œil bienveillant du manager qui va accompagner, qui va répondre à l'ensemble des questions, et qui va diffuser le contenu qui va avec, qui va finalement donner tout ce que l'asynchrone tout seul ne pouvait pas donner. Voilà. Tout à l'heure, tu disais on est capable de mesurer l'impact d'un point de vue business et de dire tel magasin qui est formé à 80% génère plus de 38% de chiffre d'affaires. Est-ce que tu as les mêmes ratios en termes de rétention des talents ? Est-ce que ça a un impact sur la fidélisation et l'engagement est-ce que ce format impacte l'engagement ? Alors c'est compliqué parce que dans les sources de turnover, alors on sait que la formation se positionne entre le 2e et le 4e vecteur de turnover, ou en tout cas de lutte contre le turnover. Dire que la formation seule ou le micro-learning a un impact sur le Théo, enfin en tout cas ou sur notre capacité à garder nos talents, l'anti-Théo, c'est compliqué à dire parce qu'en fait il y a tellement de paramètres sur l'expérience que vivent nos collaborateurs, l'accompagnement qu'ils ont managérial, le sens qui est donné à leur mission, la façon dont on répond à leurs attentes et à leurs besoins, fait que l'impact seul du micro-learning là-dessus est difficile à positionner. Disons que la mise à disposition d'outils est quand même un avantage. On a un effet waouh. Alors sur la rétention, alors, chez nous, d'abord, et avant de passer là-dessus, j'ai dit on mesure l'impact économique, mais on mesure aussi l'impact, le RE de ce qu'on fait, notamment au travers du format mobile. Et c'est un des formats sur lesquels on a le meilleur retour des apprenants. Aujourd'hui, un bon contenu, il est noté entre 4,5 et 5 par nos apprenants. Du coup, une fois qu'on s'est dit ça, on sait que c'est un format qui fonctionne bien. Il y a 2 effets. Il y a l'effet wow à l'onboarding, puisqu'aujourd'hui, on peut proposer des contenus de formation à des gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît pas encore. Donc avant même qu'ils aient encore tout leur LDAP, enfin leur identifiant individuelle ou leur adresse mail, ils pourraient éventuellement, s'ils le souhaitaient, commencer à se former. Bon, c'est toujours une décision personnelle. Et c'est une solution qui marche dès mon premier jour, dès la première heure. Qui me connaît, on récupère la photo du compte de messagerie, la personne est connue en termes de contenu, donc on va pouvoir lui pousser par exemple certains contenus, elle va rejoindre le groupe de son manager et le manager va la voir apparaître tout de suite sur son petit tableau de bord sur son mobile. Donc on a plein de choses comme ça qui font que finalement l'effet OO ne vient pas en tant que tel de l'application B10, il vient de tout ce qu'on a construit derrière,
pour moi, l'intelligence et l'effet waouh reposent autant sur la qualité de l'expérience qui est proposée que sur les données qu'on insère dans l'application et qu'on fait que les gens se disent « Ah, mais je suis déjà connu, je peux déjà me former ». Pareil sur des actions d'ouverture. On fait beaucoup d'actions d'ouverture avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. On a trouvé un bon mode d'ouverture des contenus sécurisé qui permet de dire c'est un outil aussi pour au-delà finalement de l'écosystème salarié. Voilà. Mais ouais, je peux pas. J'aurais adoré te dire que ça. On peut supposer que ça en génère forcément. Déjà du fait, quand tu mets ça permet de fédérer les équipes de toute façon. Exactement. C'est un outil qui permet de fédérer les équipes. Quand tu fais des battles, quand tu fais des concours, quand tu me dis j'ai des salariés qui créent des contenus, qui les partagent. Donc c'est un outil qui permet de fédérer les équipes, donc qui crée forcément une sorte d'engagement. Alors qui est difficile à mesurer. Il y a une donnée quand même il y a un paramètre que je peux vous donner quand même pour donner un peu plus que ça, parce que je trouve que c'est compliqué en fait de dire vraiment l'impact du micro-learning sur le TO directement. Ça me paraît voilà. En revanche, ce qu'on a mesuré, c'est pas du micro-learning, c'est plutôt dans la façon dont c'est mis en place, c'est-à-dire avec la création de communautés. Justement, ce que je peux dire en revanche, c'est qu'on a d'abord plus d'irritants, ou en tout cas on a réduit de 90% le nombre d'irritants sur l'onboarding grâce au mobile learning. Puisque avant notre processus d'onboarding côté formation n'était pas du tout porté sur la partie mobile. On a refondu tout le parcours d'intégration, c'est-à-dire qu'un conseiller de vente qui arrive chez leur main, dès le premier jour, il a un parcours personnel. Au total, c'est un parcours annuel qui est découpé en mois et en trimestres. Et ça, on a un retour de dingue de tous nos nouveaux collaborateurs. C'est-à-dire que là où avant, il y avait un vrai souci, et on sait que dans ce qui contribuait au fait qu'on avait des difficultés à retenir nos talents, il y avait ce sujet de « j'appréhende pas forcément tout mon poste ». J'ai du mal à voir où je suis attendu demain, etc., etc. Ça, on sait qu'on y a répondu, parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus exprimé comme un irritant. Au contraire, on vient plutôt souligner et évaluer correctement la qualité du processus d'onboarding, avec des notes qui oscillent entre 4 et 5 sur ce processus-là. Voilà. Sur cette question-là, c'est tout ce que je pense. Puis ça te permet d'embarquer automatiquement l'apprenant sur la solution cible. Oui, complètement. Mais ils ont envie. En fait, en général, ils sont. Alors, c'est pas toujours que les. Enfin, tout le monde est bluffé par la simplicité. On pense toujours que c'est le petit jeune ou la petite jeune de 25 ans ou 30 ans qu'on vient d'embaucher qui va se dire tiens, c'est super, il y a du mobile, j'y vais à fond. Mais en fait, on a autant d'enthousiasme, paradoxalement, de ces populations-là que de populations qui sont seniors au sens de la définition aujourd'hui théorique qu'on donne du terme de senior et qui nous disent c'est super parce que c'est simple à utiliser, parce que j'ai tout ce que je recherche aussi pour moi qui cherche des choses très avancées et faciles à utiliser. Voilà. Alors, au début, tu nous as dit à l'époque, en 2016, on a fait un tour du marché. Puis de ce que j'ai compris, à part Biddies, il n'y avait pas pléthore de concurrents. Ils étaient peut-être 2 ou 3 à l'époque. Ouais. Oui. La question que j'ai envie de te poser, je ne veux pas revenir sur le choix que vous avez fait à l'époque, c'est aujourd'hui... il y a quand même beaucoup plus de solutions. Tu maintiens ta confiance en Biddies. La question, c'est finalement pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tu as le choix. Alors effectivement, à l'époque, on a fait le tour du marché assez complet. Ce qui a fait et qu'on continue de mesurer aujourd'hui, puisque vous vous doutez bien, comme vous toutes et tous, je suppose, tous très approchés par tous ces éditeurs. Ce qui a fait à l'époque qu'on a choisi, c'est vraiment la capacité qu'avait Biddies à s'insérer dans nos usages et nos attentes en termes de système d'information au service de l'expérience utilisateur. À l'époque, c'était les seuls à utiliser le protocole XAPI pour faire du seamless avec un LMS. C'était les seuls à travailler énormément l'approche web côté LMS, parce que chez nous, nos collaborateurs ne connaissent pas la web app. Pour ceux qui connaissent Biddies, il y a l'application mobile et la web app. Chez nous, les collaborateurs n'utilisent que l'application mobile. S'ils cherchent quelque chose sur le web, ils vont arriver sur le LMS, en fait, sur le portail. Et donc c'était les seuls à être capables de s'insérer dans ces usages-là, dans nos besoins, qu'il y ait cette intelligence derrière masquée. Vous voyez, c'est pas j'arrive, je dois créer un compte et on ne sait pas qui je suis et puis je dois faire ci, je dois faire... Non, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup attendu de ça, et c'est vrai que c'était très complexe avec certains partenaires pour lesquels l'intégration est assez coûteuse, voire pas possible, voire non, parce que là c'est trop spécifique, on veut rester sur du générique, donc nous demandez pas ça s'il vous plaît, on n'y arrivera pas.
Il y avait un enjeu de capacité de l'éditeur à entendre nos besoins et être capable d'ajuster ou de pivoter sur sa stratégie de feature, de proposition de valeur. J'en veux par exemple, les tips, qu'on a beaucoup travaillé avec Bidis parce qu'on voulait vraiment que nos collaborateurs puissent en mobilité créer du contenu et le partager en quelques clics, et on a pu beaucoup travailler le sujet avec Bidis. Donc on cherchait vraiment, au-delà d'un fournisseur de technomobile, un partenaire au service de notre stratégie de développement des compétences, dans un budget contenu, il faut se dire ça aussi, mais avec une vraie possibilité de répondre à tous nos besoins. Il y avait à l'époque la marque blanche, mais ça je pense que voilà. Non, c'est tout ce qui me vient là comme ça. Et d'avoir cette couverture finalement fonctionnelle assez large, et que ça fonctionne très bien dans une structure aussi grande que la nôtre, avec autant d'équipes, parce qu'aujourd'hui on a près de 3000 équipes à gérer, donc 3000 groupes d'utilisateurs qui sont répartis dans des magasins, des régions, des entrepôts, des services internes, etc. etc. Voilà. Donc, évidemment, on renouvelle notre confiance à Bidis sans ambiguïté, dans la mesure où il y a vraiment cette simplicité. Il y a peut-être moins de choses sur certains sujets que d'autres, il y a moins de fioritures, il y a un peu moins il y a peut-être moins de choses en termes d'activité, mais en fait, au global, il y a une telle couverture et une telle capacité à répondre à nos enjeux qu'aujourd'hui la question se pose pas, même si vous vous doutez qu'on a des règles d'achat qui font que régulièrement on réinterroge le marché, ou en tout cas qu'on bench des propositions. Tu n'es pas venu dénoncer le contrat ce matin, quoi. Non, Julien, c'est bon. C'est une bonne nouvelle. Là, mais c'est une bonne nouvelle pour Julien. Non, la question ensuite, c'est donc là, effectivement, début 2017, déploiement de la solution. Bon, finalement, la crise sanitaire, toi, n'a pas changé grand-chose en termes de digitalisation. Alors, elle a eu un impact d'abord sur l'activité formation, puisque on a dû arrêter pendant de longues semaines beaucoup de monde en chômage, et donc il y a eu beaucoup de questions d'abord sur l'accessibilité de la formation, où je veux, quand je veux, comme j'ai envie, parce que nos collaborateurs, s'ils le souhaitaient à titre personnel, on n'allait pas fermer pour autant l'accès aux solutions qu'on avait. Ensuite, ce que ça a changé, ça n'a rien changé fondamentalement. Par contre, ça a accentué le besoin d'impact business et d'efficacité, puisque quand on ne se forme pas pendant des semaines et qu'on repart avec de nouveaux services, une transformation du business, il faut, ce qui est attendu de la part de l'entreprise, c'est que du coup on supporte ou on soutienne ou on accompagne cette transformation rapide du business avec des choses efficaces. Donc ça a plutôt accentué ça. Ça a aussi fait que nos apprenants sont venus, quand on est reparti, on a eu énormément de demandes de gens qui voulaient créer du contenu. En fait, ça a eu un effet assez important sur nos experts métiers qui voulaient partager plus vite, plus de contenu, qui voulaient plus d'efficacité parce qu'ils avaient moins de temps à passer. Leur démarrage ça a été des mois compliqués, et moins de temps à passer du coup sur la fonction formation quand ils sortaient un nouveau service, quand ils sortaient un nouveau produit. Et donc il y avait cet enjeu d'efficacité, de rapidité qui fait que je pense qu'on a doublé le nombre d'auteurs en sortie du Covid. Il y a eu moins de temps de nos équipes, parce que équipes ultra engagées, ultra pas disponibles, et pour nous la nécessité de travailler sur l'engagement guidé de nos apprenants. C'est-à-dire que c'est vraiment depuis ces épisodes alternatifs, on a eu besoin de former, d'aligner rapidement toute l'entreprise. Par exemple sur les capsules prévention Covid, en fait aujourd'hui on n'aurait pas su aligner autant de monde aussi vite si on avait utilisé autre chose que du mobile. Aujourd'hui, on a un taux une performance de diffusion, je vais le caractériser comme ça, qui est de l'ordre de 5 capsules pour 5000 apprenants par semaine. C'est-à-dire que tous les 5 jours, on s'est formé, on sait qu'on, sans trop de difficultés, 5000 apprenants vont se former sur 5 contenus. Et ça, c'est des choses qu'on a du mal dans nos métiers peu friendly, avec un usage d'ordinateur au quotidien tout le temps, qu'on ne peut pas atteindre. Qu'on aurait difficilement en tout cas atteint, c'est possible, mais dans nos contextes de retail, service aux habitants, d'équipements ordinateurs qui ne permettraient pas techniquement d'aligner autant de monde sur autant de contenu en si peu de temps, il n'y a qu'avec ce vecteur-là. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup plus ça
au sortir du Covid parce que les apprenants ont aimé. On fait des trucs hyper timés, il y a une vraie promesse derrière ce qu'on fait, c'est pas juste on balance du contenu, il y a un vrai sens, c'est-à-dire qu'on fait très attention à bien utiliser l'attention de l'apprenant au bon moment pour les bons sujets. Éviter que tout le monde... typiquement, aujourd'hui, il n'y a que 4 personnes d'entreprise qui peuvent envoyer des notifications aux 88 000 utilisateurs qu'on a en base. Donc, parce qu'on veut garder cet intérêt précieux, cette capacité d'engagement précieuse des utilisateurs de la solution. Alors, donc on constate, c'est un succès le mobile learning chez Leroy Merlin. C'est quoi les prochaines étapes? Il y a des projets à venir, il y a des choses à améliorer? On a eu beaucoup cette tendance avec le mobile d'être sur des formations business du moment. Là, l'enjeu pour nous aujourd'hui, depuis pas mal de mois, et là on le déploie là, donc on en verra, c'est de créer une offre beaucoup plus cohérente entre indispensable du métier et business, donc la meilleure alliance des deux, et la meilleure cohérence possible de nos contenus au global, c'est-à-dire d'avoir une offre pour le développement des compétences qui soit très lisible, très simple et le plus utile possible. Donc c'est une stratégie globale, totale, presque, qui touche à tous les pans de notre activité. C'est ça qu'on travaille énormément, doublé d'un renforcement de la présence de nos managers. Alors côté mobile, avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le live ou Play Now chez nous. Donc se former ensemble, apprendre ensemble. Et un renforcement en tout cas des contenus créés par nos utilisateurs. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un vrai appel d'air, un vrai besoin. Et je ne serais pas étonné que dans 2 ou 3 ans, l'offre de formation pilotée par le service formation ne représente plus que 30% ou 20% de l'offre de formation de l'entreprise. Voilà. Ce soit quoi, les managers directement et les salariés qui pilotent on a peu de managers qui... Enfin, on ne regarde pas trop les stats de création de contenu par les managers, mais on a beaucoup d'experts métiers. Mais où qu'il soit, un expert métier, c'est pas quelqu'un qui est en centrale, c'est quelqu'un qui est en balisage déco, qui crée des affichages en magasin et qui a besoin de partager un geste métier, de partager une façon de faire, un mode opératoire pour réussir à faire tel geste métier qui va vouloir le partager. C'est ça que nous amène Tips chez nous. Et donc ça, on sent que ça monte aujourd'hui très fort. On a commencé à le bosser avant le Covid. C'est un effet quand même du Covid, c'est que le Covid a paradoxalement, comme les gens n'étaient plus en situation de vente, puisque il n'y a plus de clients, du coup le magasin qui tournait essentiellement en retrait 2 heures, quand il rouvrait, on n'accueillait pas les clients. Du coup, beaucoup moins cette dimension-là de vraiment geste métier dans l'application. Ça, on a un peu perdu. Ils sont plutôt passés sur des contenus travaillés différemment, plus théoriques, avec je fais une photo, je t'explique un geste, moins sur je me filme en vidéo. Voilà. Et aujourd'hui, on sent que ça repart et on sent que c'est l'avenir. Et en tout cas, nous, on se prépare sur cette mutation finalement de notre propre transformation d'un service formation omnipotent, parfois qui se pense omniscient, mais en tout cas qui doit faire tout, à se dire comment on se transforme plutôt en animateur de communauté d'apprentissage et on est au service finalement de ce qu'on pourrait appeler une forme de marketplace de contenu où chacun vient créer et partager son savoir, notamment au travers du vecteur mobile. Au final, c'est l'apprenant qui définit finalement comment il a envie de participer et d'apprendre demain en fait. Oui, et puis qui est ce qu'on renforce vraiment. Alors il y a 2 choses. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal, mais c'est que on va accentuer aussi sur ce qui n'est pas que de la formation. La formation, c'est un des vecteurs, mais ça n'est pas le seul, de transformation, de développement des compétences. Le deuxième, c'est qu'on réaffirme haut et fort que chaque collaborateur est porteur d'un bout de savoir, d'un savoir. Et qu'en tant que tel, il est légitime pour le partager, il est légitime pour enrichir ce que d'autres ont partagé. Et donc, il y a vraiment cette ambition pour nous demain de créer cette place des savoirs où on porte peut-être des contenus liés à la stratégie d'entreprise, liés à des grandes transformations, liés à des projets peut-être plus complexes à appréhender d'un point de vue transformation, et que en même temps, des collaborateurs qui ont envie, eux, d'amener leur pierre à l'édifice puissent le faire. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci. Bonjour. J'avais une question pour savoir si en fait, sur de la création de contenu par un collaborateur X ou Y, à quel niveau que ce soit, il était amené à être incentivé sur de la création de contenu avéré, mise en ligne, etc. Ou s'il faisait ça bénévolement?
Non, alors il n'y a pas de reward. Alors, il y a des collaborateurs qui ne sont pas issus de la formation dont c'est le métier. Aujourd'hui, on a des chefs de projet, par exemple, qui sont côté centrale d'achat, dont le boulot, c'est de s'assurer que nos collaborateurs ont le bon niveau de compétences pour accompagner nos habitants. Okay. Bon, eux, ça fait partie de leur fonction, leur rôle en fait dans l'organisation. En revanche, non, les collaborateurs décident de le faire par eux-mêmes et nous, on vient juste outiller ce besoin-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient donner du sens plutôt à ce que font nos collaborateurs. On a une culture qui est liée à notre processus vision qui a lieu tous les 10 ans. On engage tous les collaborateurs. Les collaborateurs sont habitués finalement à contribuer tous autant qu'ils sont et au même niveau chacun à la stratégie de notre stratégie à 10 ans. Et de fait, aujourd'hui, on vient plutôt... Notre préoccupation n'est pas tellement notre sujet, c'est plutôt de modérer le flux et de faire en sorte qu'il aille au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on a des collaborateurs qui créent énormément de contenu partout. Sur les réseaux sociaux, sur nos suites collaboratives. Quand tu crées un contenu, c'est signé, créé par Thibaut, donc ça travaille aussi leur branding interne. Effectivement, ils sont reconnus par leurs pairs et ça contribue à la reconnaissance potentielle qu'ils ont, en tout cas à remonter leur niveau, par exemple dans le moteur de recherche. C'est-à-dire que si demain je tape Enki, qui est le nom de notre marque objet connecté, eh bien quelqu'un qui a partagé beaucoup de contenu va ressortir naturellement, plus fortement, sans qu'on le veuille forcément, mais le fait qu'il ait partagé beaucoup de contenu sur un sujet et que ses contenus soient appréciés fait en sorte qu'il est plus visible des autres. Et donc on lui reconnaît davantage, ses pairs lui reconnaissent davantage cela, puisqu'il est plus visible que les autres. Donc les contenus sont signés. On travaille avec Bidi sur un programme de quelque chose pour aller rendre visible en fait la consommation de mes contenus par les autres et faire en sorte qu'effectivement le collaborateur il ait un gain là-dessus. Mais c'est pas notre souhait aujourd'hui. Nous, c'est plutôt l'idée de donner du sens finalement, de cadrer la démarche pour faire en sorte que ces contenus soient visibles de tous. Parce qu'aujourd'hui, on a une digital workplace, on a énormément de possibilités de créer du contenu. Du coup, il est partout, mais il est nulle part en même temps. Et nos apprenants nous disent qu'ils ont du mal aujourd'hui à trouver le bon contenu au bon moment. Et donc notre sujet, c'est plutôt de venir leur raconter une histoire autour des contenus, de leur permettre de trouver le bon contenu, de leur mettre à disposition le bon vecteur qui va faire que ça va être aidant pour eux. Ça ne va pas être il faut que je télécharge une appli sur mon mobile pour faire le montage vidéo, comment je vais faire le sous-titrage. Vous voyez, à l'heure où tous nos contenus sont conçus pour être sous-titrés, si on n'avait pas Bidis par exemple sur les tips, on ne pourrait pas dire que 100% de nos contenus sont sous-titrés en automatique, ou en tout cas qu'il y a une proposition de sous-titrage qui est faite à l'auteur de contenu qui est conseiller de vente en magasin et qui ne sait pas forcément nativement comment il va faire pour sous-titrer. Donc aujourd'hui, ça nous permet d'harmoniser la réponse, par le fait qu'il y ait une solution, ça nous permet de nous assurer que le collaborateur va créer au bon endroit pour que ça soit visible de tous, sur un format qui va contribuer à créer de la valeur. Mais ce qui va créer le fond de la valeur de son contenu, c'est lui. Le temps qu'il a passé, l'énergie qu'il a mis dedans. Donc non, il n'y a pas, mais aujourd'hui, on essaie plutôt de canaliser le truc. On a cette chance-là. Merci. En fait, c'est presque une question philosophique, c'est que le collaborateur est créateur de valeur et créateur de richesse dans l'entreprise. Donc, est-ce que quelque part, exactement de la même manière que dans un plan de cooptation, vous vous dites, j'ai un collaborateur qui va être amené à m'apporter une nouvelle richesse qui vient de l'extérieur, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide de laisser en effet mes programmes tels qu'ils sont, ou est-ce qu'à un moment donné, je vais au-delà? Effectivement, ça pourrait être envisagé comme un programme de cooptation. J'imagine que ça doit exister, Hamza, chez certains clients, non, de rétribuer certains salariés parce qu'ils contribuent à la création de formats. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, on le voit aussi que pour inciter le collaborateur à créer du contenu, donc le plus important, c'est de lui montrer un peu la valeur et ce que ça peut lui apporter. Donc on peut voir ça que ça soit par des systèmes soit on organise des événements où il y a les collaborateurs, ils vont créer les contenus durant ce moment-là, donc qui permet aussi de générer cette valeur. Donc, ouais. Mais oui, ça pourrait être envisagé, effectivement. Après, c'est une question de stratégie. Je pense que c'est quand même plus naturel et plus
En fait, chercher à tout rétribuer par de la rémunération, c'est aussi quelque part assez pervers. Et vous parliez des programmes de cooptation, il y a beaucoup d'entreprises qui sont revenues à des rétributions autres que de la rémunération, parce que ça a des travers. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui étaient devenus, qui se prenaient pour les recruteurs de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit stop, on arrête les rétributions financières et ça sera un voyage, voilà. Je trouve que c'est pas la même démarche. À partir du moment où c'est rétribué financièrement, on n'est pas sur un engagement naturel. Et chez Leroy Merlin, je pense que ce qu'attend Leroy Merlin, c'est un engagement naturel de la part des collaborateurs. Oui, puis on vient vraiment plutôt répondre à leurs besoins. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est pas lancé dans l'UGC ou les CGU en se disant ah chic, ils vont nous créer le contenu qu'on veut pas créer ou qu'on n'a pas le temps de créer. C'était plutôt l'idée de se dire que d'abord, on faisait face nous à un appel d'air qui disait qu'on ne pouvait pas tout faire et que naturellement, on s'est centré sur ce qui était stratégique, lié à de la transformation complexe ou lourde à conduire et qu'on a dit, pour le reste, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, mais nous, on ne peut pas tout faire. Et donc, comme dans toute entreprise, on a une approche un arbre de décision, si je puis dire, pour décider de ce qu'on prend, de ce qu'on ne prend pas, puisque on a trop de comptes, enfin virtuellement on sort des produits, des services toutes les semaines et on n'aurait pas les moyens humains, enfin je veux dire, on serait 50 producteurs de contenu qu'on s'en sortirait toujours pas en fait. Et le salarié il gagne du temps aussi parce que celui qui crée le contenu, potentiellement s'il n'avait pas créé ce contenu, il y a peut-être 20 personnes qui seraient venues lui demander de répéter. C'est ça, c'est que dans la stratégie, ce qu'on retrouve en général sont ceux qui vont accompagner les collaborateurs et qui vont dire en fait le fait de passer à quelque chose d'asynchrone ou de synchrone quand on utilise les lives, on va venir le tracer et le rendre visible. C'est-à-dire qu'au contraire, on rend possible, on rend visible ce que les gens font humainement en disant tiens, viens avec moi, je vais t'accompagner, je vais faire ça. Et de plus en plus aujourd'hui, on est sur cette partie automation finalement du boulot des RH qui, si c'était pas le cas, devrait se dire attends, t'as passé combien de temps avec lui? T'as passé 2 heures, ok, bah attends, je vais mettre que t'as passé 2 heures à l'accompagner. C'est pas de la formation, on est d'accord, mais on va quand même aller chercher qu'il y a un collaborateur qui a passé 2 heures à accompagner un de ses pairs lors du processus d'onboarding. Et donc du coup, on est venu proposer un outil en disant à ceux qui le souhaitaient, et il n'y a aucune obligation de le faire, et même à l'inverse, aujourd'hui, notre difficulté, c'est plutôt de modérer. Quand on a un nouveau service qui sort, on a plutôt le problème qu'on a beaucoup de collaborateurs qui créent du contenu en même temps sur un sujet en disant « Ah mais moi j'ai envie de le faire, moi j'ai super bien compris le truc, j'ai envie de passer du temps à expliquer à mes pairs et au plus grand nombre » puisque du coup on leur donne aussi, il faut se rappeler qu'on a 142 structures autonomes, qu'au sein de chaque structure, la visibilité qu'a un collaborateur ou qui souhaite avoir sur un sujet d'expertise produit, d'expertise métier, elle est limitée à son magasin, mais beaucoup sont sollicités en dehors de chacune de ces structures-là. Et donc on leur amène, on leur propose en tout cas, s'ils le souhaitent, si c'est ce qu'ils cherchent ou veulent, de se dire tu peux partager ton contenu à tous et tout le monde est acteur du savoir dans l'entreprise. Voilà. Alors on parle là, attention, je vais modérer, on ne parle pas de création de contenu de formation, de création de capsules. Hein, c'est tout ce que je viens de vous évoquer là et ce que je viens de vous répondre. On a Treco Tips qui sont des formats très courts, vraiment à la main des collaborateurs et nous notre travail ça va être de récupérer les tips des équipes et de les valoriser dans des capsules. L'activité vraiment de capsule ça nécessite un engagement temporel un peu plus important qui fait qu'aujourd'hui on a peu de collaborateurs qui se lancent là-dessus. Par contre on a énormément qui partagent chez leurs petites astuces. C'est une petite vidéo selfie, je l'augmente avec l'outil de montage vidéo, je dis tiens attention point de vigilance. Et là où le collaborateur disait tiens sur la mise en rayon il faut faire attention à tel point, il le disait 54 fois. Non aujourd'hui il y a un QR code à l'entrée du rayon et tout le monde peut scanner le QR code et découvrir cette notion-là. Alors Julien. De ce que j'ai vu sur la rémunération pour la création de contenu par les collaborateurs, à mon sens, de ce que j'ai vu sur le marché aujourd'hui, pour l'instant ça n'existe pas, marché français, mais selon moi, si on veut vraiment jouer la carte de la décentralisation du savoir, à un moment donné, il y a des boîtes qui vont y passer. Je pense qu'à peu près main au feu que d'ici 3 ans, ce sera le cas. Et le fait de gagner des choses type des points, mais ça peut être, on pourrait appeler ça totalement autrement, mais une valeur mesurée en fonction de ce qu'on apprend et de ce qu'on partage et de comment on aide les autres, à mon avis, ça influera un jour sur la rémunération directe. Et ça, je pense qu'on ne sera pas les premiers en France parce que c'est un peu tabou, mais les anglo-saxons, ils vont y aller avant nous et on le fera après. En revanche, ce qui pourrait arriver plus tôt, c'est de se dire, par exemple, pour l'évolution de carrière,
on regarde ce score-là. C'est-à-dire se dire, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup créé du contenu pour votre équipe, par exemple, et ben vous cochez une case pour devenir manager. À mon avis, c'est des choses qui vont se passer. Mais on est encore au début de ça, parce que des boîtes comme Leroy Merlin qui sont très avancées sur ce sujet au regard du marché français, ils ne sont pas encore, parce que on est d'abord sur le niveau de, tu me corriges si je me trompe, hein, Thibaut, mais d'utilité, quoi, on va dire, de dire il y a besoin de le faire, donc je le fais. Mais demain, peut-être, en tout cas, si on veut que la décentralisation passe une échelle, moi je pense Et on va conclure là-dessus, Thibaut. Sur la partie pour tous, en tout cas avec les tips, ce qu'on développe actuellement, c'est le principe du second rôle, où on va venir reconnaître au point de vue RH, et donc manager, et donc évaluation annuelle, et donc là ça devient leur travail. Donc je réponds sans répondre, mais on vient officialiser qu'il y a des collaborateurs dans l'entreprise dont le second rôle, c'est de contribuer au développement, au partage du savoir, d'animer des ateliers dans leur magasin. Parce qu'aujourd'hui, c'était quelque chose qu'on savait qui se passait, mais on ne savait pas qui, ils n'étaient pas accompagnés, ils n'étaient pas toujours formés, ils avaient envie de le faire. Et donc on va venir reconnaître ce rôle. Ils ont un rôle à jouer et donc ils ont des objectifs et donc ils sont suivis, ils sont accompagnés dans cette démarche de partage du savoir. Mais là, on est sur une partie très du coup professionnelle qui est assez différente de tout le monde peut partager son savoir s'il le souhaite au travers des tips. Merci Thibaut. Et puis merci à vous d'être venu ce matin. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à toi aussi.